Mali, pas d'accord entre la junte militaire au pouvoir et la délégation de la CEDEAO. Les émissaires ouest-africains et les nouveaux dirigeants du Mali se sont séparés ce lundi sans convenir des conditions de transfert du pouvoir aux civils. Au Congo-Brazzaville, l'ancien président Pascal Lissouba est décédé ce lundi en France. Il était âgé de 88 ans et a dirigé le Congo de 1992 à 1997. C'est l'un de ses fils qui a rendu public la nouvelle. En Côte d'Ivoire, le candidat du RHDP déroule son agenda. Alassane Ouattara a déposé ce lundi son dossier de candidature dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre. Il a appelé ses concitoyens à préserver la paix. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Mali. Pas d'accord entre la junte militaire au pouvoir et la délégation de la CEDEAO. Les émissaires ouest-africains et les nouveaux dirigeants du Mali se sont séparés ce lundi sans convenir des conditions de transfert du pouvoir aux civils. La junte au pouvoir depuis une semaine au Mali et les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi après 3 jours de négociations sans accord sur les conditions de transfert du pouvoir aux civils, ont indiqué les deux parties. Celles-ci ont aussi séparément signifié que rétablissement d'Ibrahim Boubacar Keïta, dont ses fonctions n'étaient plus à l'ordre du jour, le chef de l'État renversé par les militaires le 18 août, ayant dit aux émissaires ne plus vouloir gouverner. Le rétablissement de Keïta était une exigence initiale de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'organisation régionale, inquiète des conséquences du putsch, a dépêché une délégation de haut niveau au Mali pour obtenir un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Depuis samedi, les militaires et la mission conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan ont échangé leur point de vue sur la transition promise par la junte, a dit à la presse le porte-parole de cette dernière, le colonel Ismaël Ouagé. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous, a-t-il expliqué. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de sujets, mais il y a certains sujets sur lesquels nous ne nous sommes pas entendus, a de son côté déclaré Goodluck Jonathan, le chef de la délégation. Pourtant, au deuxième jour de négociation entre la junte et les envoyés de la CEDEAO, des avancées ont été notées. Les deux parties ont indiqué dimanche soir déjà que les discussions de ce lundi sont prometteuses. Alors que la délégation de la CEDEAO et des représentants de la junte à l'origine du coup d'État au Mali marquent une pause dans leurs discussions à Bamako, les deux parties affirment que les discussions continuent et qu'elles ont pu s'entendre sur certains points, mais pas sur l'ensemble des points de discussion. Les discussions continuent. On a eu des points de compromis sur certains aspects et la négociation va continuer. All of us want the country to move on. Nous voulons tous que le pays aille de l'avant, aussi bien l'équipe de la CEDEAO que les militaires veulent que le pays aille de l'avant. Nous avons pu alors nous entendre sur certains points, mais pas sur l'ensemble des points de discussion. Je ne vais pas vous dire tout ce dont nous avons discuté. Mais vous savez qu'il y avait un gouvernement élu, qu'il y avait des problèmes et que les militaires sont intervenus. Ce n'est pas la première fois que les militaires interviennent au Mali. La dernière fois, c'était il y a 8 ans, en 2012. Il y a eu d'autres interventions militaires dans certains autres pays d'Afrique de l'Ouest. Mais l'élément clé est que lorsque nous avons ce genre de situation, nous cherchons la meilleure façon d'avancer. Donc, nous discutons de la manière d'avancer pour que le pays et que tout le monde soit satisfait. Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été contraint d'annoncer sa démission dans la nuit de mardi à mercredi dernier après avoir été arrêté par des militaires. Samedi, plusieurs envoyés de la CEDEAO ont pu rencontrer le chef de l'État déchu. Auparavant, les envoyés de la CEDEAO avaient été reçus pendant une trentaine de minutes par les membres du Comité national pour le salut du peuple, mis en place par la junte, dont le nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. Il faut dire que les discussions entre la délégation de la CEDEAO et les représentants de la junte à l'origine du coup d'État se poursuivent ce lundi.
En Côte d'Ivoire, le candidat du RHDP déroule son agenda. Alassane Ouattara a déposé ce lundi son dossier de candidature dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre. Il a appelé dans ce cadre ses concitoyens à préserver la paix. 48 heures après son investiture par son parti, Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature. Le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain s'est rendu ce lundi au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan. Je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix sans violence, a-t-il dit à la sortie de la CEI, encadré pour la plupart des membres du gouvernement. Nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Les citoyens se souviendront de notre bilan qui est un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. J'ai une vision de stabilité, de sécurité, de paix et de bonheur pour les Ivoiriens, a-t-il conclu. L'annonce le 6 août que Ouattara briguerait un 3e mandat a provoqué des manifestations qui ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant au moins 6 morts, une centaine de blessés et 1500 déplacés. Ce week-end, de nouvelles violences interethniques dans le sillage de son investiture par son parti ont fait au moins 2 morts à Divo, situé à 200 km d'Abidjan. La crainte de violence encore plus meurtrière à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte, 10 ans après la crise née de la présidentielle 2010 qui a fait officiellement 3000 morts. Au Congo-Brazzaville, l'ancien président Pascal Lissouba est décédé ce lundi en France. Il était âgé de 88 ans et avait dirigé donc le Congo de 1992 à 1997. C'est l'un de ses fils qui a rendu publique la nouvelle. Né le 15 novembre 1931 dans le sud-ouest du Congo, Pascal Lissouba était ingénieur agronome titulaire d'un doctorat en sciences naturelles obtenu en France en 1958. Il a occupé les fonctions de ministre de l'Agriculture sous le premier président du Congo indépendant, Fulbert Youlou, avant de devenir Premier ministre d'Alphonse Massamba Deba de 1965 à 1966. Fondateur de l'UPADC en 1991, Lissouba est élu président de la République en 1992 lors du premier scrutin pluraliste dans ce pays d'Afrique centrale. Sous son mandat, entre 1993 et 1994, la contestation par l'opposition des résultats des législatives a provoqué des affrontements entre les milices des partis de l'opposition et celle de sa majorité présidentielle, faisant 2000 morts. De juin à octobre 1997, des combats ont opposé dans la capitale Brazzaville les milices de Pascal Lissouba et de son dernier premier ministre Bernard Kolela à celle du général Sassou Nguesso, actuel président de la République, appuyé par des troupes angolaises. Victorieux de ce duel, Sassou Nguesso a repris le pouvoir qu'il avait perdu le 20 août 1992 à l'issue des élections organisées après la conférence nationale. Entre 4 000 et 10 000 personnes ont été tuées en 5 mois de violence. Le décès de l'ancien président Lissouba a été annoncé par son fils Jérémy Lissouba, député congolais, sur sa page Facebook. En République démocratique du Congo, un groupe responsable de massacres en Ituri a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Malgré cette annonce, l'armée continue de suivre de près l'évolution sur le terrain et ceci par mesure de prudence. Un groupe responsable de massacres que l'ONU estime s'apparenter à des crimes contre l'humanité dans 2 territoires de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Le cessez-le-feu a été signé sous la médiation d'un groupe d'anciens chefs de guerre de l'Ituri, dépêchés par le président Félix Tshisekedi pour convaincre le groupe coopératif pour le développement du Congo Codeco de cesser les massacres dans cette zone. Nous arrêtons avec les exactions, comme dit le chef de l'État, et puis nous sommes disposés pour saisir cette main tendue. C'est pourquoi nous disons à nos éléments de respecter d'abord ce processus, d'être calme pendant que nous évoluons. Nous avions remis notre cahier de charges entre les mains de cette délégation qui va le ramener bientôt à Kinshasa auprès du président de la République. Nous avons obtenu un acte d'engagement unilatéral où ils ont accepté
de continuer, parce qu'il l'avait déjà fait, de continuer avec le cessez-le-feu. Et ils se disent prêts à être à la disposition du gouvernement congolais. Je lance un appel solennel à son Excellence le président de la République pour que lui prenne vraiment toutes les dispositions requises et que cette fois-ci, nous ne puissions plus échouer à cause des moyens. Malgré l'annonce de ce cessez-le-feu, l'armée continue de suivre de près l'évolution sur le terrain par prudence. Depuis décembre 2017, la région aurifère de l'Ituri a renoué avec les violences liées à un conflit pour le contrôle des terres qui oppose deux communautés, les Lendou, majoritairement agriculteurs, et les Emma, éleveurs et commerçants. La milice Codeco prétend défendre les intérêts des membres de la communauté Lendou. D'après les Nations Unies, au moins 636 personnes ont été tuées dans ces violences au premier semestre 2020. Toujours en République démocratique du Congo, plusieurs milliers de personnes ont accueilli à Kinshasa ce week-end l'opposant Martin Fayulu. Ce dernier est rentré dans son pays après 5 mois d'absence. De retour dans son pays après 5 mois d'absence, Martin Fayulu, qui a été accueilli par plusieurs milliers de personnes à l'aéroport international de Ndjili, a appelé à des réformes en vue des élections anticipées en République démocratique du Congo, où des tensions ont éclaté il y a quelques mois au sein de la coalition au pouvoir. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Moi, j'ai pris ma responsabilité, celle de la vérité des urnes. Il y a vérité des urnes. Le plan de sortie de crise que le président élu, Martin Fayulu, a proposé, demandait l'élection de manière anticipée, et même si cela n'est pas faisable, il a demandé de respecter le délai parce qu'en laissant perdurer l'illégitimité, le peuple va en souffrir. L'élection de manière anticipée. À la présidentielle de décembre 2018, Martin Fayulu avait revendiqué la victoire avec plus de 60% des suffrages. Mais la Commission électorale nationale indépendante, puis la Cour constitutionnelle, ont proclamé Félix Tshisekedi vainqueur du scrutin avec 38,5% des voix et Martin Fayulu deuxième avec 34%. Le candidat malheureux avait contesté ce résultat et accusé la CENI d'avoir fabriqué les résultats et dénoncé un putsch électoral orchestré par l'ex-président Joseph Kabila. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.